Donc, je souhaite la bienvenue là, au webinaire sur la prévention et la gestion des conflits qui s'inscrit là, dans la lignée de nos 5 webinaires sur les risques psychosociaux, les facteurs de risques psychosociaux. Mon nom, c'est Patrick Dufault, CRHA et fondateur de KIAI Conseil RH. Ça fait 10 ans ce mois-ci que KIAI est lancé. Donc, c'est une expertise là, qu'on a au niveau des facteurs de relations et d'organisation du travail. Donc, tous les facteurs psychosociaux du travail sont au cœur de KIAI depuis la fondation. Je suis aussi chargé de cours à l'UQAM, donc principalement les cours que j'enseigne au département de communication sociale et publique et au programme d'intervention psychosociale et en action culturelle portent sur les phénomènes de groupe. Mais tout ce qui touche les facteurs psychosociaux ou tout ce qui touche la psychosociologie, donc la dynamique des groupes, les relations au travail et les relations au travail et l'organisation du travail, donc comment on s'organise, sont au cœur du programme de mon baccalauréat et de ma maîtrise en communication, mais qu'on transfère là, dans l'expertise de KIAI. Et c'est ça aussi les facteurs psychosociaux du travail. Hein. Ce sont les relations au travail, c'est la façon que les équipes s'organisent et c'est comment on les organise puis comment on prend soin des relations va nous permettre d'éviter les facteurs psychosociaux, donc tous les éléments plus négatifs qui peuvent en découler. Et voilà, c'est la partie qui me concerne. J'ai aussi travaillé à l'Ordre des CRHA là, pendant 5 ans, dont j'ai été le porte-parole ou le porteur de projet sur tout le projet de loi qui est devenu là, la loi modernisant le régime de santé et sécurité au travail, qui inclut là, toutes ces nouveautés-là. Donc, c'est une double expertise là, qu'on utilise ici. Oui. Merci, Patrick. Anna, puis après ça, on va finir avec Annie pour qu'elle parte sur le thème. Oui, donc moi, je suis facilitatrice en intelligence collective chez KIAI. Ma passion, c'est les relations humaines et aussi accompagner des groupes. J'ai rencontré Patrick et Annie dans le bac en communication humaine et organisationnelle. Donc, c'est notre tronc commun en tant qu'équipe. Ça nous donne beaucoup de compréhension et de langage commun. J'accompagne Annie et Patrick dans différents mandats de formation, analyse RPS. On a lancé un groupe de co-développement récemment avec Patrick. Une communauté de pratique. Donc, les RPS, c'est la prévention des risques psychosociaux, c'est vraiment au cœur de notre approche. La prévention en général. Donc, merci d'être là parce que ça montre votre souci justement pour la prévention et la mise en place de climats de travail bénéfiques pour la santé de vos employés et des personnes qui y œuvrent. Annie, je te donne la parole. Je vous invite à vous présenter dans les commentaires et aussi, n'hésitez vraiment pas à mettre vos questions pour qu'on puisse y répondre à la fin de la présentation. Oui, voilà. Donc, Annie Bergeon-Fortin, médiatrice chez KIAI Conseil RH. Je travaille aussi avant la médiation, donc en prévention, donc que ce soit des formations, des ateliers d'équipe, de consolidation, intervention aussi en médiation. On fait aussi de la facilitation de groupe. Je pense que c'est une expertise particulière qu'on a chez KIAI, là, d'intervenir dans les équipes de travail avec les groupes. Des fois, c'est entre 2 départements qu'on fait de la prévention ou du règlement. Puis voilà, donc avec d'autres emplois associés, notamment, là, on a parlé de l'enseignement à l'UQAM dans le département communication sociale et publique. J'enseigne aussi à Sherbrooke, programme de prévention et règlement des différends. Donc, tout ça tourne autour de la communication. Aujourd'hui, c'est aussi un webinaire où on va parler de repérer les conflits, éviter les situations de harcèlement au travail. Bien sûr, on est toujours dans cette dynamique de prévention, règlement en milieu de travail. Donc, c'est notre travail à nous de vous aider à vous réfléchir, observer ce qui se passe dans vos milieux de travail
pour mieux faire des interventions qui sont efficaces, qui sont saines pour vos équipes et qui vous permettent de continuer à travailler sur vos valeurs organisationnelles, sur votre performance de vos services et de vos produits là, pour les gens qui sont plus dans la production. Avec le webinaire, comme c'est le cas dans chacun de nos webinaires, on vous transmet une fiche par courriel par la suite qui fait office de résumé. Donc, vous voyez qu'on va parler de prévention, d'actions à poser, puis aussi de toute la consultation d'une ressource externe, dans lesquels moments c'est nécessaire. Donc, vous allez la recevoir par courriel. Donc, aujourd'hui, c'est de faire un peu le tour, le portrait de ce qui peut être fait pour prévenir, régler les situations de conflit en milieu de travail, prévenir surtout les cas d'harcèlement. Donc, dans la première diapo, j'attire votre attention sur les types de conflits en milieu de travail. C'est sûr qu'on pourrait aller encore plus loin, on pourrait en trouver d'autres, des conflits, mais je pense que ces 6-là font un bon résumé et nous aident à voir le conflit comme une relation qui est difficile entre deux personnes. Souvent, ce qu'on va voir, ce qu'on va entendre, c'est la raison du conflit viendrait des personnes. Alors, c'est pas faux, ça peut venir des personnes, mais ce n'est pas que ça non plus. Le conflit vient aussi des situations. En grande partie, c'est la situation dans laquelle on se trouve qui peut amener une réaction de conflit, une réaction qui n'est pas répondue, qui peut engendrer une tension qui était où on pouvait communiquer, parce que dans la tension, on va communiquer, mais quand on arrive dans le conflit, on est souvent dans un état émotionnel où la communication va être rompue. Donc, ça, c'est un indicateur aussi de conflit. Donc, à la base des conflits, on va voir souvent la notion d'intérêt dans le sens de justice, équité, quand dans les milieux de travail, il va manquer justement de sentiment de justice, sentiment d'équité. On va voir chacun défendre leurs intérêts, défendre un peu ce qu'ils ont bâti, ce qu'ils ont réussi à conquérir comme espace de décision, espace de pouvoir. Donc, on peut voir naître ces conflits-là. Équipe de travail, équipe de conseil d'administration. On peut voir ça aussi entre deux départements, entre deux services d'une même organisation. Il y a les conflits de rôle. Donc, est-ce qu'on vient souvent réfléchir, est-ce que les gens ont une place? Est-ce qu'ils sont en mesure de prendre des décisions? Est-ce qu'ils ont une autonomie? Dès que le rôle est flou, dès que c'est difficile de saisir, oui, ma place, quel rôle je peux jouer, de jouer pleinement, bien, on peut voir apparaître des sources de conflits, évidemment. On va voir aussi qu'on n'est pas tous les mêmes au travail, qu'on a des habitudes, qu'on a des rythmes qui sont différents, qu'on va privilégier des choses, comme il y en a pour qui la préparation va être très importante, d'autres qui vont axer plus sur l'action, donc le passage à l'action rapide. Donc, tout ça fait partie de nos personnalités de travail. Souvent, les personnalités de travail vont venir de nos intérêts, mais aussi de comment on a été formé, c'est quoi nos études, c'est quoi nos expériences professionnelles. Donc, le type de travailleur qu'on est peut amener aussi une difficulté à se comprendre les autres, comprendre leurs priorités, leur façon d'agir dans un milieu de travail. Donc, dès qu'on met ça en lumière, ça devient déjà plus facile d'entrevoir une solution, un règlement. On va parler de valeurs. Une organisation a souvent des valeurs phares, là, P-H-A-R-E. Là. Donc, cette notion-là d'avoir des valeurs qui vont motiver la façon qu'on va prendre des décisions, la façon qu'on va prioriser des choses. Des fois, on n'a pas la même lecture de ces valeurs-là. Elles ne sont pas les mêmes pour nos départements, pour nos services. Donc, on peut aller vers un conflit qui est lié aux valeurs. On a cette notion-là aussi de culture de travail. Donc, ça se peut qu'on ait eu des habitudes par le passé. On a passé 10 ans, 15 ans à fonctionner d'une certaine façon. Arrive une nouveauté technologique, une nouveauté d'organisation, de gestion. Et tout ça amène des comportements qui peuvent être réfractaires ou avoir une difficulté à s'adapter, donc qui peuvent entraîner d'abord des tensions, puis si on prend pas soin de ces tensions-là, si on passe pas dans la communication, bien, le conflit va s'installer. Il peut s'installer rapidement.
Et c'est sûr qu'il y a des situations qui sont plus affectives, donc qui viennent du passé, qui viennent d'un événement qu'on a vécu, qui peuvent venir en dehors, qui peuvent être issus de l'extérieur du milieu de travail, donc nos vies personnelles, etc., qui côtoient la vie professionnelle. Alors, on va parler plus d'un conflit affectif, mais juste voir que ça arrive, il faut en tenir compte, mais dans la majorité des cas, le conflit va plus émerger de l'organisation du travail. Fait que chez Kiaï Conseil, on travaille ce visible-là, cette capacité d'observer d'où émerge le conflit. Donc, ici, on a une diapo où on est plus au niveau des personnalités de travail. Donc, qu'est-ce que chaque personnalité va exprimer comme besoin? Donc, ça, c'est important pour nous. On peut avoir des gens qui ont besoin de réfléchir avant d'entrer dans une action, une décision. D'autres types de personnes qui vont avoir une action très, très rapide. Quand on se retrouve à travailler ensemble, ça peut amener une tension. Donc, en prendre conscience, observer, s'ajuster à la réalité de l'autre va nous amener à prévenir le conflit ou à le régler dans certains cas parce qu'on va être capable on va avoir assez d'informations pour agir sur la résolution. C'est la même chose pour des types de personnalités de travail où on est plus dans la certitude, la sécurité. On peut avoir un rôle qui nous demande de garder l'organisation dans un espace de sécurité, les bonnes finances, le bon service, la bonne l'approche à la clientèle avec une certaine rigueur. Et alors qu'on va faire face à d'autres travailleurs qui ont envie de changement, qui ont envie qu'on s'adapte à l'heure du temps, qui sont à la recherche justement de plus d'impact au niveau de la clientèle, de s'adapter mieux au temps présent. Fait que ça peut amener aussi des tensions et c'est des tensions, bien sûr, qu'on va mettre en lumière. Fait qu'on va travailler avec des outils d'observation. On va travailler souvent avec le dialogue. Ça veut dire que dans un espace dialogique qui est bien mené, donc une rencontre qui dure des fois juste 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, mais laisser parler les gens pour comprendre ce qui se passe, puis mettre en lumière c'est quoi les besoins de chaque personne, de chaque regroupement. Une autre chose qu'on va observer aussi dans une dynamique de résolution, c'est les comportements quand il y a une tension, les comportements quand il y a un conflit. Qu'est-ce que les gens vont avoir tendance à faire? Est-ce qu'ils vont rivaliser? Est-ce qu'ils vont éviter le conflit? Est-ce qu'ils vont chercher un compromis? Est-ce qu'ils vont collaborer? Est-ce qu'ils vont avoir tendance à céder? Ça, c'est des choses qui nous donnent des indicateurs. Déjà, on va commencer à observer qu'il y a peut-être présence d'un conflit par les comportements qu'on observe. Donc, ça, c'est intéressant de les observer. Puis, d'amener les gens à prendre conscience aussi. Donc, prendre conscience, comme je disais tout à l'heure, dans une discussion, dans une rencontre, prendre conscience par un test, un autotest, où on vient voir un peu sa manière d'agir. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient prévenir aussi pour le moment où il y a une tension, mais prévenir à long terme. Ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire. Plus la personne va être en mesure de s'observer, de se voir aller, moins elle a de chances de retourner vers une situation très conflictuelle. Donc, plus il y a de chances qu'il y ait une adaptation aux autres personnes. Des fois, on va voir même que le conflit n'est pas nécessairement entre collègues, mais va être avec la clientèle ou avec des collaborateurs externes. Donc, ça peut être intéressant de voir par les comportements dans le conflit, est-ce que cette personne-là affirme suffisamment ses besoins dans les interactions? Est-ce que cette personne-là a tendance justement à affirmer fortement, mais pas nécessairement écouter ce qui vient de l'autre personne, de l'autre point de vue de la dynamique. Donc ça nous donne aussi un indicateur sur comment aider les gens à résoudre ou à prévenir d'éventuels conflits. Donc, on trouve très important cette notion-là d'affirmation, de besoin. On verra qu'il y a une différence entre exprimer quelque chose et affirmer un besoin. Mais pour nous, c'est important de réfléchir sur les besoins de travail parce que ce ne sont pas exactement les mêmes que dans notre vie quotidienne. Puis, on a remarqué quand même qu'on a
des difficultés à situer le besoin de travail. Les gens vivent beaucoup d'émotions, ont beaucoup de tensions et ne sont pas en mesure nécessairement d'exprimer leurs besoins. Donc, c'est difficile pour le milieu de travail, pour les collaborateurs, les gestionnaires de comprendre ce qu'il y a à faire. Donc, les besoins de travail, on peut les regrouper en 6 grands besoins. Puis, évidemment, il y a beaucoup de déclinaisons de besoins de travail. C'est pas ceux que je vous présente à l'écran, c'est pas l'ensemble de ce que vous allez trouver comme besoins qui vont s'exprimer en milieu de travail, mais ça donne quand même un bon indice. Notamment, en premier, la sécurité. Donc, la notion de sécurité, souvent, ça revient quand les gens s'expriment sur des situations difficiles en milieu de travail. Ça peut être une sécurité, se sentent pas en sécurité de dire les choses, se sentent pas en sécurité dans leur emploi. Donc, il y a plusieurs niveaux de sécurité. Ils ont peur de perdre leur emploi, ont peur d'être mis de côté. Donc, toute la notion de me sentir sécure dans mon milieu de travail, ça peut ressortir. Puis c'est vraiment à regarder parce qu'un besoin de sécurité, c'est fort, c'est manifeste, les gens vont vivre beaucoup d'émotions par rapport à ça. Donc, à partir du moment où on les repère, les besoins, souvent, ça a tendance à s'apaiser, justement. C'est ce qu'on va constater dans nos interventions, c'est qu'une fois qu'on arrive à identifier le besoin, qu'il y a une communication à ce niveau-là, et souvent, la tension va diminuer. Et là, ça devient intéressant de passer dans un mode résolution. Les besoins d'autonomie aussi sont assez manifestes. Donc, les gens veulent bien travailler, veulent faire un travail de qualité, dans la plupart. Donc, ont besoin d'autonomie, ont besoin de pouvoir prendre des décisions, ont besoin de savoir où commence, où termine leur rôle. Donc, ça, c'est des choses importantes aussi à donner comme information, puis à permettre aussi ce niveau d'autonomie-là dans la mesure de son rôle. C'est pas d'avoir de l'autonomie sur tout ce qui se fait dans l'organisation, mais c'est toujours en fonction du rôle qu'on joue. La notion d'appartenance, une équipe, un groupe, faire partie de ce groupe-là, donc avoir du soutien de ce groupe-là, avoir de la valorisation. Donc, ce sont pas des amis, mais est-ce qu'on peut faire partie du groupe, appartenir à une équipe? Donc, on va voir aussi des réactions quand ces besoins-là ne sont pas répondus. La reconnaissance, notamment dans les périodes d'efforts soutenus, on a travaillé fort. Est-ce que ce travail, cet effort ont été vus, ont été perçus, ont été reconnus? Fait que dès que on n'est pas reconnu à sa juste valeur dans un milieu de travail, bien, on peut sentir au début, justement, on va s'exprimer sur ça. Après, ça va amener des tensions, ça peut amener des conflits avec d'autres personnes qui en reçoivent beaucoup de la reconnaissance. Là, on revient dans notre sentiment de justice, d'équité, mais cette notion-là de reconnaissance existe en soi aussi. Et au fur et à mesure qu'on occupe un emploi, bien, on a besoin aussi de continuer d'apprendre, d'actualiser son potentiel. Donc, ça aussi, vous pouvez le retrouver dans les milieux, voir si les gens, justement, à un moment donné, on sent qu'ils ont fait le tour, qu'ils accomplissent plus autant qu'avant. Donc, ça peut varier d'une personne à l'autre, mais ça fait partie aussi des besoins de travail. Puis la notion d'accomplissement, donc, ça aussi, ça va varier d'une personne à l'autre, mais avoir du succès dans son travail, être reconnu par sa clientèle, par ses membres, par les gens pour qui on donne un service, ça aussi, ça fait partie des besoins. Donc, un gros travail, c'est d'accompagner. Fait que quand on est en intervention, on va faire ressortir les besoins. On va s'occuper aussi des besoins qui sont plus de l'interaction, parce que ça aussi, ça existe. On a des besoins individuels, mais quand on travaille avec les autres, ce qui est le propre d'un milieu de travail, on travaille en collaboration. Il y a aussi des besoins qui vont émerger du fait qu'on est avec les autres. Fait que je pense ici à la préparation. Donc, il y a des gens qui ont plus besoin de se préparer et d'autres moins. La notion de sens, la notion d'être à la bonne place, d'être vraiment dans un niveau de participation, un niveau d'effort qui fait du sens pour nous, donc qui est en lien avec nos valeurs, la notion de solidarité dans des moments difficiles, soutien, avoir du soutien dans des moments où on en a vraiment besoin. Toute cette notion-là d'interaction aussi va être assez importante dans nos démarches.
Puis, ben, la différence que je vous parlais tout à l'heure de s'exprimer, de s'affirmer, ben, s'exprimer, ça fait partie aussi d'une démarche de résolution. Donc, s'exprimer, comprendre ce qu'il y a. Ça, c'est ce qu'on offre aussi, nous, chez Kiai, où on offre un moment, justement, où les gens peuvent se déposer, exprimer ce qui se passe. Puis, tranquillement, on va cheminer vers l'affirmation des besoins. Donc, mettre un peu le mot sur qu'est-ce que les gens ont besoin, puis travailler l'interaction à ce niveau-là. Donc, s'exprimer, ça peut arriver, on va appeler ça ventiler dans un milieu de travail, mais quand c'est juste ça qui existe dans un milieu de travail, bien là, on se met dans une situation qui peut éveiller le besoin, justement, de prévention des conflits. Parce que c'est comme si on est juste dans un état de fait, les choses sont difficiles, la clientèle est difficile, on travaille trop fort, on s'exprime, mais on n'est pas dans la démarche d'affirmation où on rentre tranquillement aussi dans l'espace résoudre. Donc, trouver des solutions, mettre en place des nouvelles choses, mettre en place des nouveaux comportements, des nouveaux outils. Donc, ça, c'est important aussi de faire un passage. Puis, parfois, on peut avoir besoin d'aide parce qu'il y a quelque chose aussi de complexe là, dans cette résolution-là. Fait qu'on parle beaucoup, finalement, en résolution d'un espace où on cohabite. Oui, on a des choses à affirmer, on est dans l'existence, donc des choses, des besoins à affirmer, mais on est aussi dans une dimension d'écoute, d'adaptation à l'autre. C'est souvent là qu'on va aller se permettre d'avoir une entente ou se permettre d'avoir un processus de résolution, de règlement. Fait que d'équilibrer aussi ça dans les dynamiques de groupe, donc faire parler ceux qui parlent moins, faire écouter ceux qui écoutent plus. Je dis dynamique de groupe, mais évidemment, ça inclut aussi des dynamiques où on est 2 ou 3 personnes. Donc, essayer d'arriver à le plus d'équilibre possible entre les deux. Puis ça demande de l'accompagnement, ça demande de l'intervention. On prend souvent des habitudes. Fait qu'on a besoin d'avoir des gens qui sont outillés pour faire ça, pour nous amener dans le dialogue. Fait que c'est ça. Fait que c'est un rappel, c'est toujours d'agir le plus tôt possible. Donc, ce n'est pas toujours le cas, mais si vous pouvez, dès que vous voyez l'apparition d'une incompréhension, mais notamment la tension, quand la tension monte, quand on voit de l'émotion, quand on voit du non-verbal, que ça a l'air tendu, hein, on est entre l'incompréhension, entre la tension. Et juste avant que survienne le blocage, là, on parle de blocage de communication où là, les gens ont de plus en plus de difficultés à se parler, à échanger de l'information, mais ce serait les temps d'agir. Donc, on n'agira pas de la même façon selon, on va dire, l'échelle où on est rendu, la marche auquel on est rendu, mais on va avoir des outils d'intervention qui sont légèrement différents, mais qui vise toujours à établir une communication, qui vise toujours à amener une meilleure observation, une meilleure compréhension de ce qui se passe, et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour se permettre de résoudre. Donc, c'est pour ça qu'on parlait beaucoup de communication. On est dans un espace où on se rencontre. Et le bénéfice, c'est pour soi-même, même quand on est en situation de conflit, c'est de pouvoir mieux se connaître et mieux appréhender peut-être les prochaines tensions, les prochaines difficultés qu'on va vivre avec des gens qui vont se retrouver sur notre parcours professionnel. Donc, on voulait vous sensibiliser au conflit parce que, évidemment, des fois, le conflit, le harcèlement psychologique cohabitent, là, se ressemblent, mais le harcèlement psychologique, sa cause peut être un conflit qui est mal géré. Donc, si vous voyez des gestes, des paroles, des comportements répétés, non désirés, qui sont hostiles, agressifs, où on porte atteinte à la dignité, à l'intégrité des personnes, mais c'est important d'agir rapidement. Ça, c'est vraiment tolérance zéro avec la CNESST. Puis, ça se peut que ça soit pas issu d'un conflit, mais on va voir que presque la majorité des cas, il y a quand même des sources qui sont plus conflictuelles. Je ne sais pas, Patrick, si tu voulais enchaîner sur obligation de l'employeur. Oui, ben c'est bien que tu arrives à la transition vers le harcèlement. Déjà, il ne faut pas oublier dans l'escalade là, que Annie a présenté
la dernière étape qui était le conflit, il y avait une petite phrase en dessous qui marquait le désir de gagner sur l'autre. Hein? La notion avec le harcèlement, c'est non seulement quand je veux gagner sur l'autre, mais je veux lui enlever du pouvoir. Donc, c'est là que la violence organisationnelle peut arriver et tous les facteurs d'harcèlement ou d'intimidation vont se transformer de façon négative parce qu'on veut faire perdre l'autre. Et c'est cette dynamique-là qui est dans le fond, régie maintenant par la loi. Et donc, au niveau des obligations, tu peux passer à l'autre. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, les obligations de l'employeur, là, assumer un climat de travail sain et sécuritaire, donc avec la modernisation du régime de santé et sécurité au travail, on a la notion de dignité psychique a été ajoutée à la loi. Donc, on n'est plus juste à offrir un travail sain et sécuritaire sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychique. On doit prévenir comme organisation, comme employeur, qu'il y ait une atteinte psychologique aux gens. Et on sait que les conflits sont souvent ceux qui blessent le plus les gens. Donc, il y a une dimension émotionnelle, mais il y a une petite dimension psychologique qui peut venir sur une dégénérescence du conflit par celui d'avoir un abus de pouvoir et donc de faire perdre la dignité à quelqu'un d'autre. Mise à jour des politiques contre le harcèlement, ça, techniquement, depuis 1 an, on devait, comme organisation, améliorer nos politiques d'harcèlement. La loi, ce qu'elle nous demande, c'est pas seulement d'avoir une politique du harcèlement, mais c'est s'assurer qu'elle est rendue vivante, cette politique-là, qu'on doit faire de la prévention. On doit mentionner dans la politique comment on fait la prévention du harcèlement. Donc, il y a des formations obligatoires, etc. Donc, je vous évite le détail, mais on a aussi un checklist là, pour savoir si on est à jour ou pas là, sur cette politique-là du harcèlement. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est vraiment on veut s'assurer que les organisations prennent au sérieux cette escalade-là, puis l'impact que ça a sur les personnes dans l'organisation. Donc, oui, avoir une politique, oui, avoir une signature, c'était déjà correct, mais on veut accentuer, on là étant pas qui aille, mais les organisations gouvernementales, là, s'assurer qu'on prenne ça au sérieux dans nos organisations. On doit faire aussi l'analyse des risques psychosociaux. Donc, souvent, on dit, nous, on n'a pas besoin de mettre trop l'emphase sur la prévention des conflits ni du harcèlement. On n'en a pas eu dans nos organisations. La loi nous oblige à faire une analyse des facteurs de risques psychosociaux et idéalement, les facteurs de risque sont les éléments un peu invisibles qui mènent aux risques psychosociaux, dont le harcèlement en est un. On sait que, dans le fond, la charge de travail est un facteur. On sait que le manque de reconnaissance est un facteur. Le manque d'autonomie, le sentiment d'injustice et les enjeux de communication, information sont des éléments. Fait que si on se rend compte que dans l'analyse des risques, quand on fait la consultation avec les gens, on nous mentionne qu'il y a des enjeux sur la reconnaissance, il y a des enjeux sur l'injustice, le sentiment d'injustice et sur le fait qu'on n'est pas assez informé. On a des indicateurs assez élevés qu'on a des conflits latents où on a un terrain fertile au harcèlement. Donc, il faut aller travailler là-dessus. Sinon, c'est tolérance zéro. Tolérance zéro, ça implique qu'il va y avoir des pénalités financières là, pour les organisations puis les personnes qui ont des comportements d'harcèlement ou à risque d'harcèlement. Donc, c'est vraiment des occasions de prendre ça au sérieux pour faire la prévention. Donc, ce qu'on veut, c'est plus juste réparer, mais s'assurer qu'on prévienne et qu'on regarde c'est quoi les mécanismes organisationnels qui sont fragiles
ou qui pourraient être mal organisées, qui peuvent mener au harcèlement. Et c'est quoi les comportements relationnels qu'on a dans nos organisations qui peuvent mener aussi aux facteurs de harcèlement. Donc, il ne faut pas juste attendre que le conflit soit évident. Il faut aller regarder les soubresauts, là, les signes invisibles avant que ça explose ou que ça éclore. Là. Est-ce que tu peux expliquer la différence de responsabilité entre les petites entreprises ou les 20 employés plus? Ou... Ouais, dans le fond, par rapport au harcèlement, tout le monde, toutes les organisations doivent mettre en place leur politique avec leur programme de formation et de prévention qui est intégré, les mécanismes aussi de résolution, qui on doit contacter si je sens que j'ai vécu du harcèlement. Donc, tout ça doit être documenté dans la politique. Idéalement, on vous invite à mettre une diversité de personnes à mentionner pour pas que ça soit juste, on est une petite organisation, pour que ça soit juste la direction générale, parce que si c'est cette personne-là qui est perçue comme ayant des comportements d'harcèlement, ben, il faut avoir d'autres ressources. Idéalement, des ressources externes si jamais. Donc, il y a des firmes qui existent là, qui peuvent faire la recevabilité des plaintes ou mentionner les coordonnées de la CNSST si jamais. Dans ce cas, il y a une diversité d'informations qu'on peut ajouter, mais toutes les organisations doivent avoir une politique à jour. Ensuite, pour tout ce qui touche le restant des obligations par rapport à la modernisation et des facteurs de risque en général, dont les risques psychosociaux, si on a 20 employés et plus, depuis octobre, il fallait avoir mis en place pour les 20 et plus un comité santé-sécurité au travail. Il faut former ce comité-là aux facteurs psychosociaux du travail. On doit aussi, les employés doivent élire un représentant à la santé-sécurité au travail. Donc, il y a des mécanismes, là, c'est réglementé par la CNSST, donc une méthodologie, un nombre d'heures, etc. Puis selon la grosseur d'organisation que vous avez, il y a un nombre d'heures alloué par année là, pour jouer ce rôle-là. Pour les entreprises de 20 employés et moins, là, c'est de mettre en place un agent de liaison ou une agente de liaison qui a un rôle assez similaire à la personne représentante à la santé et sécurité au travail. Dans les deux cas, ces personnes-là ont le pouvoir de contacter la CNSST, de faire venir des inspecteurs et ils sont protégés de tout représailles à ce niveau-là. Donc, on ne pourrait pas congédier un employé si c'est ça sa fonction d'aller contacter la CNSST pour avoir une inspection ou un avis d'une personne de l'instance gouvernementale. Tout ce qui concerne là, le processus là, pour régler les conflits dans le milieu de travail qui est inclus dans votre politique, n'hésitez pas à les rappeler souvent. C'est de l'information qu'on finit par oublier. Bon, à revisiter aussi qui était nommé dans la politique. Est-ce qu'il y a des changements à faire? Mais rendre cette information-là accessible, compréhensible, parce que c'est souvent la question qu'on a quand on se déplace en formation, en consultation. Les gens n'ont pas l'information, se sentent très hésitants à aller chercher un outil de prévention, de règlement. Alors, ça peut être très important, l'information qui circule bien. Moi, j'ai vu dans certaines entreprises où on faisait de l'affichage, on rendait ça visible, accessible. On n'est pas tous derrière un ordinateur. Donc, cette idée de le rendre... de pas hésiter, même si c'est clair pour vous, là, à communiquer cette information-là. Moi, je dirais même comme gestionnaire, comme responsable de l'organisation, d'y revenir souvent pour se rappeler c'est quoi les mécanismes qu'on a mis en place, c'est qui les personnes qu'on a mis en place. Si ces personnes-là ont changé, de le mettre à jour régulièrement parce que
juste dans tout le processus de recevabilité de la plainte, on a vu beaucoup d'enjeux à ce niveau-là où l'équipe interne ou les personnes qui sont mandatées à faire la recevabilité n'avaient pas la bonne connaissance même de leur propre politique pour savoir identifier les facteurs d'harcèlement, ou est-ce que c'en est ou est-ce que c'en est pas. Et ça les personnes qui sont mandatées pour faire la recevabilité de la plainte doivent être formées. Ça fait partie de l'exigence de la loi aussi. Et donc, ça nous permet de s'assurer que le premier niveau d'analyse qui peut être fait, c'est est-ce que la demande ou la plainte, ou si c'est pas encore une plainte, mais que c'est une doléance quelconque, mais on rentre dans le processus ou dans la mécanique qui était proposée, bien, habituellement, on va se référer à votre politique de prévention du harcèlement. Puis, si les critères qui sont là, vous ne les connaissez pas, bien, ça augure mal. Puis là, après ça, bien, si la personne n'est pas satisfaite de la façon que la plainte elle a été analysée et retenue, bien, peut aller à l'externe au niveau de la CNSST pour redéposer. Fait que, il peut y avoir des enjeux, là. Donc, dans un cas qu'on avait fait au niveau de la recevabilité, la politique avait identifié des facteurs de discrimination administrative. Puis, il y avait effectivement des facteurs qui pouvaient être considérés sous cet angle-là dans les formulations de la plainte. Puis, la direction disait que ça n'existait pas de la discrimination, mais c'est votre politique qui le dit, là, selon avec les descriptions que vous aviez. Fait que, techniquement, vous devez être partie prenante de l'information qui est transcrite là, dans cette politique-là, parce qu'elle va vous impacter finalement, là. Voilà. Super. Donc, voilà, fait que c'est vraiment on fait un peu un tour d'horizon peut-être rapide, mais ce qu'on voulait vous montrer, c'est tout le volet, justement, prévenir les conflits en milieu de travail, c'est en vous disant que l'intervention va varier, mais qu'elle sera toujours autour des enjeux de besoin, de communication, d'adaptation. Donc, ça, c'est le moteur pour nous de la résolution des différends. Si c'est complexe, il y a beaucoup d'informations à savoir. Il y a quand même beaucoup de changements dans le milieu de travail là, ces dernières années. N'hésitez pas si vous avez des questions, des enjeux. On offre des banques d'heures. On sait que ce n'est pas toutes les organisations qui ont des ressources humaines adaptées à leur taille ou qui ont tout simplement des ressources humaines à l'interne, là, parce que il faut avoir un nombre suffisant d'employés pour avoir dégagé une ressource pour les ressources humaines. Fait qu'on offre des banques d'heures justement pour vous accompagner, pour que ce soit plus clair pour vous, c'est quoi vos obligations, comment le faire. Puis, évidemment, des choses qui sont adaptées à votre contexte de travail, là, c'est ça qu'on veut le plus possible parce que il y a plusieurs types d'organisations, évidemment, puis on n'a pas tous les mêmes réalités, les mêmes besoins. Moi, je rajouterais que c'est plus neutre aussi. Donc, ce qui est un facteur qui peut amener de la sécurité psychologique, de dire, ben moi, si j'ai à porter plainte, que ce soit pour un conflit, un malaise ou du harcèlement, si je peux en parler avec quelqu'un de l'externe au lieu d'une personne à l'interne, surtout quand on est une petite équipe, ben on a un petit peu plus comment on dit, confidentialité. Ça, on va voir, c'est un moteur important, là, des fois, de quelqu'un de l'externe qui arrive, puis on refait un peu le récit de ce qui s'est passé, on revoit les choses dans une autre perspective, une volonté de résoudre, confidentialité, comme nommait Patrick. Fait que je pense qu'on arrive à notre période de questions. Fait que, donc, on vous a mis un peu de temps, justement, par rapport si vous avez des questions, des choses que vous aimeriez savoir dans ce thème-là, prévention, des conflits, du harcèlement, n'hésitez pas à les poser. Puis, et de notre côté, on peut aussi revenir peut-être sur les questions qu'on a souvent, sur lesquelles les gens se posent ces questions-là. Exact. Mais c'est pour ça que j'ai fait mon apparition aussi pour la période de questions.
Donc, on attend vos questions dans les commentaires. Peut-être, moi, j'ai une question que je vais vous adresser par rapport à la dernière diapositive. Donc, quand on parle d'obligation, on fait beaucoup référence à des pratiques plus formelles qu'on peut mettre en place. On formalise certaines choses pour qu'elles s'appliquent de manière équitable à tout le monde. Et ma question, c'est plus par rapport à la culture organisationnelle. Est-ce que dans votre expérience avec les conflits, et surtout Annie, justement, en tant que médiatrice, est-ce que tu remarques une différence entre la formalisation? Est-ce que tu trouves que la formalisation de certaines pratiques fait une différence sur la culture organisationnelle et aussi qu'est-ce qui rentre plus dans la partie informelle? C'est quoi les choses plus informelles qu'on peut faire pour que la prévention et la gestion des conflits soient intégrées un peu de la même manière pour la plupart des gens? Mm-hmm. Ben, peut-être premier volet, je pense qu'on est encore à s'acclimater aux nouvelles normes, là, ce qui est formel. Je pense que c'est écrit, c'est sur du papier. Maintenant, il faut le mettre en action, il faut le rendre visible, il faut le vivre, il faut l'adapter à sa culture d'entreprise aussi, sa culture d'organisation. Mais c'est rassurant quand même pour les gens de savoir que les processus sont établis, sont réfléchis, sont réfléchis pour préserver la confidentialité aussi, pour ne pas se retrouver face à face avec la personne avec qui on est en conflit puis devoir dénoncer une situation. Fait que dès que ça a été bien fait, bien réfléchi et mis à jour, je trouve que ça a un caractère rassurant. Moi, je me promène dans des grandes organisations. Des fois, je suis surprise que les gens ne connaissent pas ces processus-là, sont complètement encore dans l'anticipation de devoir confronter directement leur gestionnaire qui pourrait être la cause de conflits. Donc, il y a beaucoup de mésinformations qui circulent. Fait que là, je pense qu'il faut faire un travail d'information, de diffusion, rassurer, puis rendre ça accessible. Puis le côté informel, c'est toute la dimension, je pense, être en relation, être en communication. Quand on dit communication, c'est pas juste envoyer de l'information, justement, c'est aussi d'être dans l'espace rencontre puis recevoir l'information. Qu'est-ce que les gens ont à dire? Comment ils s'expriment? Donc, par un courriel, par une visioconférence où on est trop nombreux, les gens vont pas nécessairement donner des retours. Donc, c'est possible d'avoir des espaces, d'entretenir ces espaces-là où on se rencontre, soit en équipe, soit en petites équipes, en individuel, où on est dans l'espace informel aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui se véhiculent dans en termes d'information, qui vont circuler dans un dîner, qui vont circuler dans un corridor, qu'on prend l'ascenseur, où on va se côtoyer. Donc, faut avoir les deux espaces parce qu'on n'est pas toujours dans l'espace informel. Là. Je pense au télétravail, mais je pense aussi au fait qu'on ne va pas rencontrer des gens qui sont très occupés nécessairement ou au cours de circonstances, mais d'avoir aussi un espace formel, informel. Ça va permettre à tout type de personnes, de besoins de se manifester. Là. Ça, c'est super important, mais je pense qu'on est encore au début de tout ça. Il y a un changement important, puis je pense qu'il y a plusieurs travailleurs, travailleuses qui n'y croient presque pas, là, présentement. Fait qu'il y a une méfiance aussi, on n'a jamais essayé. Donc, tranquillement, de s'accompagner à travers tout ça, là, rendre ça possible. Moi, je rajouterais que par expérience, l'élément formel, c'est qu'il y avait déjà des politiques de prévention du harcèlement, mais c'est tout. Parce que cette politique-là, techniquement, elle existe depuis début des années 2000. Elle a été renouvelée en 2019 par les normes du travail, puis 2021 avec la modernisation de la santé et sécurité au travail. Mais donc, nous, quand on intervient, en tout cas, moi, quand je suis intervenant en climat de travail, il n'y avait pas ça n'avait pas affecté, ça n'avait pas été bien intégré dans les cultures organisationnelles. Là où peut-être ça peut l'être, c'est quand où j'ai pu peut-être percevoir que ça avait bien fonctionné, c'est en accompagnement au niveau de l'expérience employée, la marque employeur. Donc, les organisations qui sont sensibles à
à leur marque employeur puis à l'expérience employée vont avoir été un petit peu plus avant-gardistes là, sur la mise en place de ces mécanismes-là, puis d'en faire une culture, parce que ça a un impact directement sur ce que les employés pensent de leur organisation, puis à l'extérieur. Fait que si les conflits qu'on ne gère pas, ce qu'on voit plus souvent qu'autrement, c'est ça, la culture. Ah, c'est pas de mes affaires, c'est leur... c'est entre Annie puis Patrick, tu sais, on s'en mêle pas. Mais ça fait partie du conflit. Si on est tous témoins, ça nous impacte, effectivement. C'est un enjeu collectif. Il faut en prendre soin parce que ça affecte notre environnement de travail. Puis si Annie puis moi, on est constamment en conflit puis en chicane, ben ça peut t'affecter, Sandiana, puis ça te crée un climat de travail qu'on va considérer éventuellement comme toxique si c'est trop fréquent. Fait que oui, il faut le penser comme éventuellement quelque chose qui s'incarne dans notre culture, qui va se transférer vers l'expérience employée puis vers une marque employeur. Donc, les gens veulent aller travailler dans des environnements sains et sécuritaires. Donc, si c'est connu que dans votre organisation, il y a toujours des conflits, personne ne les règle, ça traîne depuis 2-3 ans, c'est les vieilles histoires qui reviennent tout le temps, puis on n'a pas pris notre responsabilité parce que ça fait partie peut-être des points que j'ai oublié de mentionner tantôt dans les obligations de l'employeur. Il y a 3 niveaux d'intervention: informer et sensibiliser, former et intervenir. Puis souvent, on se rend compte que soit que l'intervention arrive trop vite, donc on congédie rapidement quelqu'un parce qu'on l'a identifié comme troublemaker sans avoir compris la dynamique, ou on évite de congédier. Donc, soit qu'on est trop rapide ou pas sur ce facteur-là d'intervention, mais il ne faut pas oublier que l'organisation comme l'employeur a cette responsabilité-là de réduire à la source, et donc il faut réduire à la bonne place. Donc, congédier quelqu'un qui n'était pas tout à fait fautif dans une problématique parce que c'était un enjeu d'organisation, il peut faire une plainte aux normes du travail pour congédiement abusif ou même harcèlement en son sens. Fait que ouais, c'est important de bien considérer tout ça là, dans notre culture. Là. Merci. Une autre question un peu de base. Si, par exemple, dans mon équipe de travail, je perçois qu'il y a une tension, c'est quoi les premiers pas à mettre en place? C'est quoi les ressources auxquelles je peux accéder pour commencer? Si je connais pas, justement, si je suis pas tant à l'aise dans ce type de situation. Première chose, c'est ça, c'est d'aller voir c'est quoi le mode de règlement qui est recommandé. Donc, c'est quoi la procédure, le processus qu'on suggère dans ces cas-là. Donc, on devrait identifier justement une manière. Là, souvent, ce qu'on va voir, c'est d'aller adresser sa situation à la personne que ça concerne. La clarification des malaises. Qu'on va appeler souvent clarification des malaises ou prévention des différends, puis de trouver justement puis après ça, c'est le niveau d'intervention par la suite. Parce qu'après, si il n'y a pas de résolution à ce moment-là, est-ce qu'on va consulter le gestionnaire ou autres personnes qui sont nommées dans cette procédure. Donc, c'est normalement le milieu de travail. On réfléchit à cette façon de faire-là. On nous l'a présenté, puis idéalement, on nous formerait aussi à pouvoir l'appliquer. Donc, on est tous en mesure d'identifier un peu que la situation, c'est quoi nos besoins, être en mesure de communiquer, être en mesure d'apporter une rétroaction, un feedback à des événements qu'on a jugés qui n'étaient pas en notre faveur, qui nous amenaient dans le différent. Fait que tout ça nous amène à la première étape, c'est de tenter de résoudre à travers les différents outils. Fait qu'on peut être des fois accompagné. Il y a des organisations qui peuvent avoir des médiateurs, des gens qui sont nommés à la facilitation ou à la médiation interne, qui vont nous assister. Donc, il y a différents... Fait que c'est d'aller vraiment vérifier dans son organisation comment on a réfléchi les choses pour que
puissent s'opérer parce qu'on n'est pas tous. Il y en a qui vont être qui sont dans des organisations à but non lucratif, des OBNL, des équipes qui sont réduites, qui ont un conseil d'administration. Donc, ça peut être dans le conseil d'administration qu'on a des personnes qui sont nommées dans un comité RH, par exemple, pour nous aider à résoudre à qui on doit s'adresser. Donc, en fonction de la taille de notre organisation, du type du nombre d'employés qu'on est, puis des personnes ressources, ça peut varier, effectivement. Moi, j'aime beaucoup revenir avec dans la diapositive qu'Annie a présentée, les 5 stratégies de résolution de conflits. Donc, quand on est témoin, souvent, nos réflexes vont être principalement la majeure partie des choses que je vais voir. Là, il y a 3 réflexes que je vois. Les gens vont céder ou c'est céder ou l'autre, c'était... je ne sais pas si tu peux revenir là, sur les 5 stratégies. Fait ça fait que les 2 en bas, là, finalement, là, qui sont je fais comme s'il n'y avait pas de conflit au final. C'est ça, céder ou éviter. Le 3e, c'est rivaliser. Donc, les gens vont être un peu plus dans une militance. Là, je vois quelque chose, fait que je vais aller défendre la personne, puis là, je vais agir à sa place parce que sous principe, souvent sous une bonne intention, mais qui peut envenimer le conflit. Là. Fait que de connaître ces stratégies-là, puis d'avoir des mécanismes dans notre équipe qui nous amènent vers le compromis et la collaboration au lieu d'être sur les 3 autres, sont des facteurs intéressants comme témoin, de ni laisser le conflit s'envenimer et ni ajouter de l'huile dessus là, si je rivalise, là, parce que je veux défendre une personne que je considère comme victime dans cette dynamique-là ou quoi que ce soit. On est mieux d'aller observer, comprendre, etc. Donc, d'agir comme un rôle de médiateur, puis d'aller adresser avant que ça s'envenime plutôt que de rien faire ou de prendre le conflit sur nos épaules. Là, tu sais. Donc, on amène les gens dans la collaboration, dans le compromis. C'est la meilleure stratégie qui serait à avoir. Là. Une autre question intéressante est soulevée par rapport à la médiation. Dans les grandes organisations, est-ce préférable, selon vous, que les médiateurs soient employés à l'interne ou que les organisations se tournent plutôt vers des ressources externes? Mais je pense que ça va varier, mais j'aurais tendance à dire autant de ressources que possible pour l'organisation. Fait que des fois, c'est pas possible d'avoir des médiateurs internes parce que nos équipes sont trop petites. Il y a personne qui a un point de vue extérieur sans nécessairement avoir un rôle de gestion. Donc, on fait partie de l'équipe. Donc, on peut pas devenir non plus des facilitateurs ou des médiateurs internes. Là, on est pris dans une situation. Il faut le regarder de ce point de vue-là. Est-ce qu'on a des gens qui, par la nature de leur rôle, par leurs activités, par aussi leurs habiletés communicationnelles, peuvent jouer ces rôles-là de médiateurs internes. Donc, si c'est le cas, tant mieux. Mais ça se peut qu'à un moment donné, les médiateurs internes font, moi, j'arrive au bout là, de la résolution. Il ne faut pas hésiter justement à aller chercher d'autres aides, d'autres appuis, à dire, je pense qu'on a clarifié peut-être c'est quoi les enjeux, le besoin, on n'arrive pas à résoudre parce qu'il nous manque des leviers quelconques. Donc, donc, on pourrait référer à des médiateurs externes. Et dans certains cas, justement, ça devient un peu le type de conflit, l'intensité aussi, ou la rapidité avec laquelle on doit agir. On peut aller vers l'externe. Ça ne veut pas dire que c'est des processus très longs, très laborieux. Des fois, c'est des interventions qui sont relativement courtes aussi. Il ne faut pas le voir comme on signe un contrat là, avec quelqu'un d'une très longue durée. Là. Les résolutions, ça peut se faire sur du moyen terme, du long terme, bien sûr, mais ce n'est pas toujours dans la même intensité. Ça va être très intense au départ parce qu'il faut intervenir évidemment, conserver le plus possible le climat de travail, intervenir aussi auprès des individus qui sont à risque quand même d'une lésion
psychologiques, lésions professionnelles, on va le voir très, très souvent. Quand on arrive très tard, bien, les gens vont partir en arrêt de travail là, rapidement, même avant qu'on arrive, parce que bon, ça, c'est des enjeux qui sont là, fait que ne pas hésiter à faire appel. Donc, il y a une certaine intensité, mais par la suite, une fois qu'on a identifié les besoins, les pistes de solution, bien, c'est plus la mesure de suivi qui va s'appliquer. Donc, ouais. Je rajouterais que pour les institutions avec lesquelles on collabore, où il y a déjà des équipes de médiation, souvent l'équipe interne a là un meilleur pouvoir d'agir quand c'est des enjeux qui sont structurels ou informationnels. On est resté avec des divergences au niveau de comment on s'organise, puis qui on est comme équipe, etc. Donc là, souvent, l'interne a un meilleur levier que nous parce qu'en plus, ils peuvent jouer sur les mécanismes de gestion puis de constitution. Quand c'est des enjeux plus relationnels, mais là, c'est plus difficile parce que là, le lien de confiance va s'effriter. Puis là, ils vont dire, on sait, il va prendre pour telle personne ou telle autre. Moi, je la connais plus. Fait que là, à un moment donné, il y a des enjeux où ça devient plus facile que cette équipe-là réfère à l'externe, justement pour maintenir un certain niveau de confidentialité, de neutralité, de sécurité psychologique. Fait que c'est vraiment là, les deux options internes, externes, on leur force là, selon la nature du conflit. Comme Annie l'a dit, c'est peut-être les besoins, mais qu'est-ce qui a émergé? D'où émerge ce conflit-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est structurel, qui est relié à notre travail ou à nos émotions dans le travail, puis à l'interpersonnel? Ça serait vraiment la différence entre les deux. On arrive à la fin, peut-être juste la perception d'impartialité, c'est des fois, il faut même demander aux gens avec qui on doit intervenir de savoir ce qu'ils sont à l'aise de travailler avec la personne à l'interne ou pas. Là. Mm-hmm. Ça peut être déjà une bonne question à poser. On vous remercie beaucoup d'avoir été présente pour vos questions. C'était un mode de diffusion, mais ça nous a permis de voir un peu vos questionnements, d'éclairer les zones sur lesquelles vous aviez peut-être des préoccupations, des enjeux. On vous souhaite une bonne fin de journée. Puis, n'hésitez pas si vous voulez consulter, voir un peu vos besoins. On offre toujours des 30 minutes gratuits pour l'évaluation des besoins. Donc, c'est toujours possible dans notre cas de regarder avec vous c'est quoi la situation et c'est quoi les ressources qui sont disponibles. Donc, en vous souhaitant une bonne fin de journée, puis des bons climats de travail mais c'est important. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Bonne journée.